Je m'appelle Hélène Dubois. J'ai 62 ans, je suis veuve et je travaille à temps partiel au comptoir de près de notre bibliothèque municipale. La plupart du temps, je loue une chambre en sous-sol sous la maison d'une autre famille. Le plafond est bas. Les tuyaux sifflent en hiver, mais c'est assez calme pour que je puisse lire avant de dormir. Voilà ma vie. Simple, modeste, invisible. Mais le soir de Noël, sous des lustres plus brillants que le soleil du matin, mon fils Étienne a levé son verre. Étienne, mon fils unique, aujourd'hui un homme d'affaires en pleine ascension à Lyon, portait un smoking qui semblait avoir été cousu sur mesure pour lui seul. Il souriait comme un homme qui savait que la pièce lui appartenait. Et à cet instant, il a déclaré d'une voix claire et audacieuse. « Je viens d'acheter à ma mère une maison de 2 millions d'euros. » Les applaudissements ont éclaté comme des feux d'artifice. Les appareils photos ont crépité. Les invités ont poussé des soupirs d'admiration. Je me tenais dans un coin reculé, ma robe de seconde main tirant sur les coutures, l'encolure bâillant, mes mains serrées l'une contre l'autre pour que personne ne les voie trembler. 2 millions d'euros. Il a dit que la vérité était différente. La vérité, c'est que je payais encore mon loyer chaque premier du mois pour un appartement en sous-sol avec de la moisissure dans la moquette. La vérité, c'est que je chauffais de l'eau dans une bouilloire cabossée et que je gardais mon manteau d'hiver sur le dossier d'une chaise parce que la pièce ne se réchauffait jamais vraiment. Et la vérité, c'est que pendant que les gens levaient leur verre à la générosité de mon fils, je me sentais rétrécir dans un mensonge habillé de paillettes. Ils pensaient que j'étais la mère chanceuse. Ce qu'ils acclamaient n'était rien de plus qu'une performance, une histoire mise en scène pour des investisseurs et des collègues. Un masque, pas un cadeau. Le bras d'Étienne a balayé l'air, invitant à plus d'applaudissements. Sa femme, Lydie, ma belle-fille, se tenait juste derrière lui. Elle arborait ce genre de sourire qui tranche. Pas de chaleur, pas de fierté. C'était du triomphe. Le genre de sourire qui vous met au défi de parler. Le genre qui parie que vous resterez silencieuse. Mais le silence a un poids. Et à ce moment-là, avec les lustres brûlants au-dessus de moi et le sol vibrant de musique, j'ai réalisé quelque chose de tranchant. À ce gala de Noël, mon fils s'est vanté devant tout le monde de m'avoir acheté une maison de 2 millions d'euros. Pourtant, je payais toujours le loyer d'un appartement en sous-sol. Et quand je me suis levée et que j'ai dit la vérité, le sourire de Lydie a disparu. Ce fut le commencement. Avant de vous raconter ce qui s'est passé après cette nuit, les questions, les preuves, la piste documentaire qui a tout changé, laissez-moi vous demander quelque chose. Avez-vous déjà regardé quelqu'un utiliser votre nom pour construire sa propre histoire ? Une histoire que vous saviez fausse ? Et avez-vous déjà gardé le silence jusqu'à ce que le silence lui-même commence à faire mal ? Parce que ce n'est pas seulement une histoire d'argent. C'est une histoire de dignité, sur jusqu'où une mère est prête à aller pour protéger la vérité quand son propre enfant décide de jouer avec. Alors restez avec moi, car la nuit où Étienne a levé son verre n'était que la surface. La véritable histoire vivait en dessous, aussi cachée que la chambre où je posais ma tête chaque nuit. Si cette histoire éveille déjà quelque chose en vous, prenez un moment pour aimer la vidéo, vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer la suite. Et s'il vous plaît, dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires. Nous construisons une communauté qui comprend des histoires comme la mienne. Quand le gala s'est terminé, je ne me suis pas attardée pour les photos ou les toasts au champagne. J'ai glissé mon manteau par-dessus ma robe délavée et je suis sortie dans la nuit froide. Le voiturier n'a pas cherché ma voiture. J'ai marché 3 pâtés de maison jusqu'à l'endroit où ma vieille Peugeot attendait sous un lampadaire de travers. Le trajet de retour vers la rue des Pins a été silencieux, à l'exception du cliquetis du chauffage qui ne fonctionnait plus. Mon souffle embuait le pare-brise et j'ai frotté un cercle clair avec la manche de mon manteau. Je suis rentrée chez moi de la manière dont j'avais appris à vivre. Lentement, régulièrement, sans me faire remarquer. La maison de la rue des Pins n'est pas la mienne. Elle appartient à une famille à l'étage, un couple avec 2 jeunes enfants. Ils me louent le sous-sol. Je suis entrée par une porte latérale, en faisant attention de ne réveiller personne. L'ampoule au-dessus des marches vacillait, bourdonnant comme un insecte fatigué. En bas des escaliers, j'ai déverrouillé ma porte. La pièce m'a accueilli avec son silence familier, son plafond bas, sa peinture écaillée, sa moquette avec une odeur d'humidité, peu importe le nombre de fois où je l'ai frotté. Le radiateur cliquetait, mais chauffait rarement. Une seule lampe avec un abat-jour jaune adoucissait les ombres. J'ai posé mon sac à main sur la chaise où j'accroche aussi mon manteau car il n'y a pas de placard. La pièce est simple. Un lit étroit, une commode de seconde main, une étagère avec des livres empilés sur le côté.
Dans le coin, la petite plaque de cuisson que j'utilisais pour faire bouillir de l'eau. Dessus se trouvait l'objet qui m'a suivi à travers les décennies. Ma vieille bouilloire. La poignée est usée et lisse. L'émail écaillé. Je l'ai achetée quand je venais de me marier. D'une manière ou d'une autre, elle a survécu à chaque déménagement, à chaque tempête. Chaque soir, je la remplis et la pose sur le feu. Le sifflement est mon signal que la journée est terminée et que je suis toujours là. Cette nuit-là, j'ai fait du thé comme d'habitude. J'ai tenu la tasse chaude à deux mains, assise à la petite table poussée contre le mur. Le plafond au-dessus de ma tête transportait les bruits étouffés de la famille à l'étage. Des rires, le grincement des tuyaux, le claquement d'une porte de placard, des sons ordinaires qui me rappelaient que je vivais en dessous de la vie de quelqu'un d'autre. Dans le calme, les souvenirs reviennent. Mon mari, Robert, est parti depuis 12 ans. Il est mort trop jeune, me laissant avec Étienne et le lourd calcul des factures. Robert était un homme stable, un mécanicien qui ne gagnait jamais beaucoup d'argent, mais qui n'arrêtait jamais de travailler. Je me souviens de ses mains, toujours tachées, toujours douces quand elles touchaient mon visage. Il m'avait promis une fois que les années difficiles passeraient, qu'Étienne grandirait et m'apporterait du réconfort dans mes vieux jours. Je l'ai cru. Je pense à notre premier appartement, comment j'ai rapiécé les rideaux moi-même, comment Robert a ramené à la maison une bouilloire d'occasion, la même qui est maintenant sur ma plaque de cuisson. Nous avons élevé Étienne avec des repas étirés avec des haricots et du riz. J'ai pris des services de nettoyage de maison pour qu'il puisse rejoindre l'équipe de football, pour qu'il puisse avoir une paire de chaussures décentes quand les autres garçons se moquaient. Je me murmurais que le sacrifice était temporaire, que l'amour serait permanent, mais l'amour change, ou peut-être les gens. Étienne est devenu ambitieux, plus vif que son père, avide de plus. Je l'ai encouragé même quand je savais que cela l'éloignait. Quand Robert est mort, je me suis tenue plus droite pour qu'Étienne ne me voie pas plier. J'ai payé les frais de scolarité avec de l'argent que je n'avais pas. J'ai travaillé de nuit à l'épicerie, le matin à la bibliothèque. Mes mains sont devenues calleuses à force de frotter les étagères et de trier les dons. Même maintenant, après toutes ces années, la peau porte le souvenir de la paille de fer et des produits de nettoyage. À la bibliothèque, je passe des heures à remettre les retours sur les étagères, à scanner les codes-barres, à réparer les couvertures déchirées avec du ruban adhésif. Des enfants entrent, laissant tomber leurs sacs à dos près des tables. Des adolescents chuchotent trop fort entre les rayons. Des retraités s'assoient avec des journaux jusqu'à la fermeture. La plupart des gens jettent à peine un regard à la femme derrière le comptoir. Cela me convient. Être invisible, c'est être en sécurité. Pourtant, parfois, quand je tends une carte de bibliothèque à un enfant, je ressens une étincelle. Je me souviens pourquoi je suis restée, pourquoi j'ai travaillé, pourquoi je me suis sacrifiée, parce que la connaissance comptait, parce que l'opportunité comptait. Pourtant, personne à la bibliothèque ne sait que mon fils se tient sur des scènes et dit à des salles pleines d'étrangers qu'il m'a offert un manoir. Ils ne savent pas que je retourne chaque nuit dans un sous-sol qui bourdonne du son des tuyaux. Ils ne savent pas que ma bouilloire est le seul témoin restant des promesses auxquelles j'ai cru autrefois. J'ai rincé la tasse et l'ai posée soigneusement sur le comptoir. La bouilloire est restée chaude. J'ai touché la bosse sur le côté avec mon pouce. La même bosse du jour où Robert l'a laissé tomber en nous déménageant dans notre deuxième appartement. Un souvenir de rire est revenu. Étienne, petit et fier, faisant semblant de porter des boîtes plus lourdes que lui. Nous avions peu à l'époque, mais je pensais que nous avions tout. Cette nuit-là, sur la rue des Pins, je me suis allongée sur le lit étroit, le manteau plié sur mes jambes pour avoir chaud. Au-dessus de moi, la famille s'agitait, les pas du père faisant les 100 pas, les enfants rigolant avant de s'endormir. Mes yeux traçaient les fissures dans le plafond. J'ai pensé à la voix d'Étienne résonnant sous les lustres. Je viens d'acheter à ma mère une maison de 2 millions d'euros. J'ai entendu les applaudissements, les appareils photos, le sourire de Lydie. Puis j'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit la vérité à l'encre simple. Loyer, rue des Pins, 700 € par mois. La bouilloire a de nouveau sifflé doucement, bien que je n'ai pas allumé le feu. Ou peut-être que c'était juste les tuyaux qui soupiraient. Quoi qu'il en soit, j'ai compris. Demain viendrait et je continuerai à avancer. Étienne a appelé le lendemain du Nouvel An et a suggéré de déjeuner. Il avait choisi un restaurant au sommet d'une des nouvelles tours de Lyon, un endroit entièrement vitré où le ciel se reflétait dans les verres et l'argenterie. Le genre d'établissement avec un service de voiturier et des serveurs qui glissaient entre les tables avec une efficacité silencieuse. J'avais mis mon plus beau chemisier et un gilet auquel il manquait un bouton.
Le bus m'avait déposé à un pâté de maison de là, et j'avais marché devant des vitrines de maroquinerie de luxe, chaque sac coûtant plus que 6 mois de mon loyer. À l'intérieur, tout brillait, les miroirs, les verres à vin, les boutons de manchette d'Étienne. Il s'est levé en me voyant, grand, parfaitement soigné, une montre étincelant à son poignet. « Maman », dit-il en m'embrassant l'air près de la joue. « Tu es magnifique. » Je me suis assise en tenant le menu comme si j'étais à ma place. Étienne a commencé immédiatement, comme si le discours attendait dans sa gorge. « Je veux parler de la fiducie », a-t-il dit. Sa voix avait ce rythme régulier qu'il utilisait lors des galas. La voix d'un homme qui planifiait des avenirs. La maison, ce n'est pas seulement une question de confort. C'est une question de sécurité à long terme. J'ai mis en place des structures, des véhicules fiscalement avantageux, des stratégies de consolidation. Tout cela garantit que tu seras prise en charge pour le reste de ta vie. J'ai remué le verre d'eau devant moi, regardant les glaçons dérivés. Il utilisait les mots comme des briques, solides, empilées, impressionnantes. Mais aucun d'eux ne ressemblait à ma réalité. Fiducie, véhicule, structure, long terme. Il flottait comme des bannières, mais pas une seule fois il n'a mentionné le loyer que je payais chaque mois, la bouilloire sifflant dans une cuisine de sous-sol, ou le pull que j'avais déjà reprisé 3 fois. Il a souri, se penchant en arrière. Il n'est pas nécessaire que tu comprennes chaque détail. Ce qui compte, c'est que tu sois en sécurité. Tout le monde te considère comme la matriarche maintenant. Les gens t'admirent. C'est important, n'est-ce pas? J'ai ouvert la bouche, puis je l'ai refermée. Le silence pesait sur moi, plus lourd que ces mots. J'ai plié la serviette sur mes genoux, coin contre coin, jusqu'à ce qu'elle forme un triangle pointu. C'est à ce moment-là que Lydie est arrivée. Elle est entrée d'un pas vif, vêtue d'un manteau avec une garniture en fourrure, a embrassé Étienne sur la joue et s'est glissée sur le siège à côté de lui. « Mère Hélène », dit-elle vivement. « J'espère qu'Étienne a tout expliqué. Vous n'avez pas à vous soucier de la paperasse ou du côté technique. Tout ce que vous devriez faire, c'est en profiter. Pensez Y comme à un cadeau que vous avez déjà déballé. » Son sourire était poli comme si elle posait pour une photo. J'ai hoché la tête une fois. Mon silence n'était pas un accord. C'était de la mémoire. Je voulais me souvenir de la façon dont elle a dit « profiter ». Comme un ordre, pas une invitation. Le serveur est arrivé avec des assiettes de saumon et de jeunes pousses. Étienne parlait de plans d'expansion, de partenariat, d'héritage. Lydie hochait la tête à chaque mot. Je mâchais lentement, goûtant peu de choses. Mon esprit vagabondait vers les nuits où Étienne était un garçon, et je préparais des sandwichs dans du papier ciré, priant pour qu'il ne remarque pas que je sautais mon propre déjeuner pour économiser de l'argent pour son voyage de football. Ces souvenirs se pressaient contre la scène devant moi comme 2 films projetés en même temps. Le passé avec ses sacrifices, le présent avec ses mensonges étincelants. Étienne a tapoté son verre pour souligner ses propos. C'est une question d'image, maman. Les gens ont besoin de voir que je prends soin de toi. C'est comme ça que les affaires se concluent. L'image compte autant que la vérité. J'ai posé ma fourchette. Il a dit « image », comme si cela pouvait acheter de la chaleur en hiver, comme si cela pouvait empêcher la moisissure sur la moquette. Mon silence s'est prolongé. Lydie a tendu la main sur la table, tapotant légèrement la mienne. « Ne vous tracassez pas avec les chiffres », a-t-elle dit. Étienne sait exactement ce qu'il fait. Vous l'avez bien élevé. Laissez-le gérer l'avenir. Tout ce que vous avez à faire, c'est sourire et accepter. J'ai retiré ma main doucement. Dans ma tête, les mots se sont formés, clairs comme le son d'une cloche. Mon silence n'est pas un accord. Mon silence sert à me souvenir. Le déjeuner s'est terminé avec Étienne payant rapidement l'addition, glissant sa carte sur la table comme un tour de magie. Il m'a de nouveau embrassé la joue et a dit « Fais-moi confiance, maman. Tout est réglé. » Je suis sortie dans l'air de janvier, plus froid qu'avant, le soleil rebondissant sur les immeubles de verre. La ville bougeait autour de moi. Voitures, téléphone, rire. Je ne portais aucun sac de course, aucune promesse de manoir. Je ne portais que la vérité, pliée soigneusement comme la serviette que j'avais laissée derrière moi. Et je portais le silence, lourd mais tranchant. Un silence qui tenait les comptes. Un silence qui ne disparaîtrait pas. C'est arrivé un jeudi après-midi ordinaire. Je m'étais arrêtée à la petite épicerie de la rue des Pins, celle où les étagères penchent un peu et où les néons bourdonnent au-dessus de nos têtes.
Je comparais les prix des boîtes de conserve de soupe quand j'ai entendu une voix familière derrière moi. Hélène. Hélène Dubois. Je me suis retournée et j'ai vu Martin. Il avait été le meilleur ami de Robert, un homme qui passait autrefois ses week-ends dans notre garage, à parler de voiture avec mon mari pendant qu'Étienne faisait des cercles à vélo autour d'eux. Martin avait l'air plus âgé maintenant, les cheveux argentés, les épaules arrondies. Mais ses yeux étaient les mêmes, chaleureux et curieux. Il m'a serré brièvement dans ses bras, puis a reculé avec un sourire. J'ai vu Étienne à ce gala en décembre. Tout un spectacle. Et cette annonce, une maison de 2 millions d'euros pour toi. Félicitations. Dis-moi, comment est la nouvelle maison? La boîte de soupe m'a glissé des mains, heurtant l'étagère avec un bruit sourd. J'ai senti la chaleur monter à mon visage. Les mots se sont emmêlés dans ma gorge. Pendant une seconde, j'ai envisagé de sourire, de jouer le jeu, de lui donner l'histoire que tout le monde avait entendue. Mais ma bouche m'a trahi. Une chambre en sous-sol, ai-je dit doucement. Rue des Pins, 700 € par mois. Le sourire a disparu de son visage. Ses yeux ont cherché les miens, espérant une blague. Hélène, a-t-il murmuré. Tu es sérieuse? J'ai hoché la tête une fois. Aucune explication, aucune excuse. Juste la vérité, tombée lourdement entre nous comme la conserve sur l'étagère. Martin a secoué lentement la tête. Robert n'aurait jamais. Il s'est arrêté, se mordant l'intérieur de la joue. Je ne comprends pas. Tout le monde croit que tu es prise en charge. J'ai forcé un léger sourire, bien que ma poitrine me fasse mal. Tout le monde croit ce qu'on lui dit. Il m'a regardé longuement, et j'ai vu dans ses yeux le miroir de ma propre humiliation. Dans son silence, j'ai senti tout le poids de ce qu'Étienne avait fait, non seulement à moi, mais à mon nom. Il m'avait transformé en une histoire, un accessoire pour son image, pendant que je comptais encore les pièces pour le loyer. Je me suis excusée rapidement, remettant la boîte de soupe sur l'étagère. Mes mains tremblaient en me dirigeant vers la caisse. Martin m'a suivi sur une partie du chemin comme s'il voulait en dire plus, puis s'est arrêté. Son visage portait de la tristesse, le genre qu'un ami arbore quand il ne peut pas réparer ce qu'il voit. De retour dans ma chambre en sous-sol, j'ai rangé les courses dans le minuscule placard. Le bourdonnement du réfrigérateur remplissait le silence. J'ai fait du thé comme je le faisais toujours, la vieille bouilloire cliquetant sur la plaque de cuisson. Quand le sifflement est venu, j'ai versé l'eau et j'ai posé la tasse sur la table. La vapeur montait, brouillant les contours de la pièce. Je suis restée assise un long moment, fixant cette tasse. Mon reflet tremblait dans le liquide, brisé par les ondulations. La voix de Martin résonnait dans ma tête. Tout un spectacle. Une maison de 2 millions d'euros pour toi. Puis ma propre réponse, simple et petite. Une chambre en sous-sol, 700 € par mois. Le contraste était insupportable. J'avais avalé des mensonges auparavant, les avais endurés en silence. Mais c'était différent. Maintenant, quelqu'un en dehors de la famille savait, et son choc m'a dit ce que je craignais déjà, que le mensonge était plus grand que moi. Étienne m'avait peinte dans un portrait qui n'existait pas, et les gens y croyaient parce que je n'avais pas parlé. J'ai repoussé le thé et j'ai ouvert le tiroir du petit bureau près du mur. À l'intérieur se trouvait un carnet vierge, que j'avais acheté il y a des mois en solde, mais que je n'avais jamais utilisé. Je l'ai posé sur la table, j'ai lissé la couverture avec ma paume et j'ai débouché un stylo. La première page me fixait, pure et en attente. J'ai écrit lentement, chaque lettre délibérée. Sous-sol, rue des Pins, loyer, 700 €. L'encre a légèrement bavé sur le papier, ferme et indéniable. Ma main tremblait, mais mon cœur se stabilisait. Ce n'était pas un accord. C'était un enregistrement. À partir de cette nuit, j'écrirai tout. Chaque quittance de loyer, chaque facture, chaque mot qu'Étienne prononçait sur les fiducies et les maisons. Je ne discuterai pas. Je ne crierai pas. Je collecterai. La bouilloire a cliqueté en refroidissant, un petit son dans le silence. Je l'ai regardé, ébréché et cabossé, mais contenant toujours de l'eau, toujours utile après toutes ces années. Elle avait enduré comme moi. J'ai murmuré à la pièce vide. Les impressions s'estompent. Le papier reste. Puis j'ai fermé le carnet et je l'ai placé à côté de la tasse de thé. Le début avait été écrit. La première étape était simple. J'ai ouvert le tiroir et rassemblé les reçus que j'avais fourrés à l'intérieur au fil des mois. Des quittances de loyer,
chacune tamponnée du nom du propriétaire et du chiffre 700 écrit à l'encre noire. Certaines étaient froissées, d'autres tachées d'avoir été pliées dans mon sac à main. Je les ai étalées sur la table en une ligne nette, mois après mois, s'étirant comme un témoignage silencieux. Ensuite sont venues les factures de service public. J'ai cherché dans une boîte à chaussures sous mon lit où j'avais gardé de vieilles enveloppes, celles que je sauvegardais habituellement au cas où j'aurais besoin de papier brouillon. Électricité, eau, gaz, toutes adressées à mon nom à la rue des Pins, toutes montrant des paiements effectués depuis mon compte. Je les ai aplaties une par une, les chiffres brillant sous la lampe. De petits montants pour la ville, mais lourds pour une femme qui cumulait 2 emplois. Enfin, je me suis connectée à l'ordinateur de la bibliothèque pendant ma pause déjeuner, imprimant les relevés bancaires les plus récents. Chaque ligne était un enregistrement de ma vie, loyer prélevé, achat d'épicerie, ticket de bus, modeste dépôt de mes services. Aucune trace d'une fiducie, aucune preuve de la maison à 2 millions d'euros qu'Étienne avait annoncée, juste la survie, répétée chaque mois. J'ai empilé les papiers ensemble et j'ai redressé les bords. La pile était mince, mais pour moi, elle semblait solide, une sorte d'armure. Ce week-end-là, Martin est passé. Il portait un dossier sous son bras, usé au coin, rempli de formulaires de son travail de bénévole. Il s'est assis à ma petite table, sirotant du thé dans une tasse ébréchée, et a regardé les preuves étalées devant nous. « Hélène, dit-il doucement. C'est bien. Le papier ne ment pas. Les gens mentent. Les applaudissements mentent. Mais les chiffres sur une page, ils ne changent pas. Garde chaque reçu, chaque avis. S'il prétend qu'il te soutient, ces papiers prouvent le contraire. » J'ai hoché la tête. Ces mots ont pénétré profondément, plus lourds qu'ils ne sonnaient. Le papier ne ment pas. Je me le suis répété comme une prière. Nous avons trié les documents en sections. Loyer, service public, banque. Martin m'a montré comment les attacher avec des élastiques, comment noter les dates dans la marge pour que rien ne puisse être rejeté comme un vague souvenir. Le détail compte, m'a-t-il rappelé. Plus tu es précise, plus ta voix devient forte, même sans parler fort. Cette nuit-là, après le départ de Martin, je me suis de nouveau assise avec la bouilloire. La vapeur embuait mes lunettes, et je les ai mises de côté, regardant le flou se dissiper lentement. Dans ce flou, je me suis vue au gala, acculée par les applaudissements, réduite au silence par les paillettes. Mais maintenant, avec les papiers étalés sur ma table, j'ai senti quelque chose changer. Ce n'était pas de la colère qui montait en moi. La colère s'épuise rapidement. C'était de la constance, un calme que je n'avais pas connu depuis la mort de Robert. Le sentiment que je pouvais construire quelque chose brique par brique, même si chaque brique n'était qu'une facture pliée ou un reçu griffonné. Je me suis souvenu de la voix d'Étienne au déjeuner, disant « L'image compte plus que la vérité ». J'ai laissé ces mots résonner puis s'estomper. Ma réponse se trouvait juste devant moi. La vérité écrite à l'encre, tamponnée, signée. J'ai de nouveau écrit dans mon carnet, collecté les quittances de loyer, les factures de service public, les relevés bancaires. Le papier tiendra quand la mémoire flanchera. Le bourdonnement du réfrigérateur remplissait le silence. J'ai alors réalisé que le silence lui-même pouvait être un pouvoir, non pas le silence de la peur, mais le silence de la préparation. Chaque fois qu'Étienne se vanterait, je ne discuterais pas. J'enregistrerais. Chaque fois que Lydie sourirait, de ce sourire tranchant, je ne protesterais pas. Je garderais la date, le lieu, les mots. Un jour, tout cela serait aligné comme ces factures, indéniables. J'ai versé une autre tasse de thé, la poignée chaude contre ma main. Mon dos me faisait mal à force de me pencher sur la table, mais je me suis redressée, me sentant plus grande que je ne l'avais été depuis des semaines. Il n'y avait pas de manoir qui m'attendait, pas de cérémonie d'inauguration, pas de maison à 2 millions d'euros. Mais il y avait maintenant un dossier, une vérité qu'aucun lustre ne pouvait étouffer. J'ai de nouveau pensé à Robert, ses doigts tachés de graisse feuilletant des manuels dans le garage. Il avait l'habitude de dire « les moteurs. Soit ils tournent, soit ils ne tournent pas. » J'ai souri faiblement. Le papier, c'était la même chose. Soit il prouvait quelque chose, soit il ne le faisait pas. Et le mien prouvait tout ce qu'Étienne avait nié. Quand je me suis finalement couchée pour dormir, j'ai gardé le dossier de documents sur la chaise à côté de mon lit, à portée de main. Ma main reposait sur la couverture comme si c'était un bouclier. Pour la première fois depuis longtemps, le sous-sol ne me semblait pas être un piège. Il me semblait être un endroit où quelque chose avait commencé. Et tandis que les tuyaux sifflaient au-dessus de moi, je me suis murmuré,
je n'ai pas besoin de crier. Les pages parleront plus fort que je ne le pourrai jamais. Le téléphone a sonné tard un mardi soir. Je venais de finir de trier une autre pile de factures, les glissant dans mon carnet quand le son a percé le silence. L'écran s'est allumé avec le nom d'Étienne. Je l'ai regardé clignoter. Mon pouce a hésité. Une sonnerie, 2 sonneries, 3. J'ai laissé sonner un temps de plus avant d'appuyer sur accepter. Cette pause n'était pas un accident. C'était un choix. Maman, dit Étienne, sa voix douce, répétée. Je veux m'assurer que tu n'es pas inquiète. Je sais qu'il y a eu quelques discussions depuis le gala. Les gens posent des questions, mais tu n'as pas à te laisser troubler par tout ça. Je suis restée silencieuse, attendant. Mon stylo reposait sur la page ouverte du carnet. Il a continué, d'une voix aussi assurée que s'il faisait une présentation. Tout est dans une fiducie. Tout est structuré avec soin. Planification à long terme, consolidation, le genre de choses que la plupart des gens ne comprennent pas. Ce qui compte, c'est que tu sois prise en charge. Tu n'as pas besoin de te perdre dans les détails. J'ai noté chaque mot pendant qu'il parlait. Fiducie, structure, long terme. Ne comprends pas. Prise en charge. Les phrases semblaient plus petites sur le papier qu'elles ne sonnaient au téléphone. Finalement, j'ai répondu, ma voix calme. Une fiducie. Et où est-ce écrit, Étienne? Il y eut la plus légère des pauses avant qu'il ne réponde. Ce n'est pas quelque chose que tu as besoin de voir. Tout est géré légalement, documenté correctement. Tu dois juste me croire. La bouilloire a cliqueté doucement derrière moi, bien que je n'ai pas allumé la plaque de cuisson. J'ai appuyé plus fort sur le stylo. Te croire, ai-je répété, pendant que je continue de payer le loyer du sous-sol. Il a ri légèrement. La façon dont les gens le font quand ils veulent balayer un malaise. Maman, tu es trop littérale. L'image fait partie des affaires. Les gens s'attendent à entendre une certaine histoire. Ils investissent dans cette histoire. La maison est symbolique. Symbolique. J'ai écrit ça aussi. Mon silence s'est de nouveau étiré. Je pouvais l'entendre respirer, faiblement et de manière inégale maintenant. Maman, a-t-il demandé après un moment. Tu es là? Oui, ai-je dit simplement. Rien de plus. Le calme le déstabilisait. Il l'a rapidement comblé. Écoute, je fais ça pour toi. Un jour, quand le moment sera venu, tu verras comment tout se connecte. La fiducie te donnera plus de sécurité que des quittances de loyer ne le pourront jamais. Ne te laisse pas distraire par des chiffres sur du papier. Des chiffres sur du papier. J'ai souligné la phrase 2 fois dans mon carnet. Mes lèvres se sont courbées, non pas d'humour, mais en reconnaissance de la vérité qu'il venait de révéler. Les chiffres sur du papier l'effrayaient parce que les chiffres sur du papier sont réels. J'ai laissé un autre silence s'installer entre nous, assez longtemps pour qu'ils doivent répéter mon nom. Maman, est-ce que tu comprends ce que je dis? Je comprends parfaitement, ai-je répondu. Mon ton était plat, régulier. Pas en colère, pas suppliant, juste ferme, comme une porte qui se ferme doucement. Étienne a expiré, un soulagement dans le son. Bien. Je savais que tu me ferais confiance. On se reparle bientôt. La ligne a cliqué. J'ai regardé le téléphone dans ma main, puis les mots que j'avais écrits. Fiducie, structure, symbolique, chiffres sur du papier. Chaque phrase était une brique qu'il pensait construire un mur autour de la vérité. Au lieu de cela, c'étaient des pierres que je poserais soigneusement dans mes propres fondations. J'ai fermé le carnet et je l'ai placé à côté de la bouilloire qui refroidissait. Pour la première fois, j'ai senti l'équilibre basculer, non pas dans des déclarations bruyantes, non pas dans une dispute à table, mais dans le simple acte de garder le silence assez longtemps pour que ces mots se trahissent eux-mêmes. Cette nuit-là, j'ai dormi avec le téléphone sur la table à côté de moi, mon carnet sous la main. Le pouvoir ne venait pas de crier ou de me prouver à ses yeux. Il venait de la patience, de noter chaque mot. L'impatience avait toujours appartenu à Étienne. Le silence m'appartenait maintenant. Martin est passé un samedi matin avec quelqu'un de nouveau à ses côtés. Je venais de poser la bouilloire sur la plaque de cuisson quand ils ont frappé. Quand j'ai ouvert la porte, Martin a souri de cette manière prudente qui lui était propre, comme s'il portait à la fois de bonnes et de lourdes nouvelles. À côté de lui se tenait une femme que je n'avais jamais rencontrée. Hélène, a dit Martin. Voici Patricia. C'est une avocate. Nous étions bénévoles ensemble au centre communautaire. Patricia a tendu la main.
Sa poignée était ferme, ses yeux stables derrière de simples lunettes. Elle portait un manteau bleu marine et tenait un dossier en cuir serré sous son bras. Pas tapac sans grave l'œil, pas douce. Elle ressemblait à quelqu'un qui traitait avec clarté. Nous nous sommes assis autour de ma petite table. La bouilloire a sifflé, et j'ai versé du thé dans 3 tasses dépareillées. Martin a hoché la tête vers le carnet qui était ouvert, rempli de mon écriture soignée, les reçus attachés à l'intérieur. Elle a gardé des archives, a-t-il dit à Patricia. Chaque facture, chaque mot. Je pensais qu'elle devrait te parler. Patricia a ouvert son dossier et a sorti un bloc-notes juridique. Elle a écouté pendant que j'expliquais l'annonce d'Étienne au gala, son insistance sur une fiducie que je n'avais jamais vue, le loyer du sous-sol, les silences que je portais. J'ai parlé lentement, non pas pour convaincre, mais pour documenter. Son stylo grattait des notes sur le papier jaune. Quand j'ai eu fini, elle a levé les yeux. Hélène, si votre fils prétend qu'il vous soutient financièrement, et s'il reçoit des avantages, des allègements fiscaux, un capital d'image, quoi que ce soit de tangible alors que vous subvenez réellement à vos propres besoins, cela pourrait constituer une fraude. Elle a fait une pause, laissant le mot reposer entre nous. Et parce que vous avez plus de 60 ans, cela pourrait également relever de la maltraitance des personnes âgées. La loi ne prend pas cela à la légère. Les mots se sont installés en moi comme des pierres s'enfonçant dans l'eau. Fraude, maltraitance. Ce n'étaient pas des mots que j'avais déjà utilisés pour ma propre vie, mais les entendre de sa bouche rendait la forme de ma situation indéniable. Patricia s'est penchée en avant. Voici ce que vous devez faire. Continuez ce que vous avez déjà commencé. Continuez d'écrire. Gardez chaque reçu, chaque facture, chaque message. Ne le confrontez pas d'une manière qui lui donnerait le temps de détruire des documents. La vérité devient plus forte quand elle est patiente. Sa voix était égale, pas dramatique, pas destinée à m'effrayer, juste stable, comme le son d'une porte qui se ferme contre le vent. J'ai enroulé mes mains autour de ma tasse. Donc, je n'imagine pas les choses. Ce n'est pas seulement ma fierté. Elle a secoué la tête. Ce n'est pas de la fierté. C'est la loi. Vous avez des droits, Hélène. Ils ne disparaissent pas parce que quelqu'un parle plus fort que vous. Quelque chose s'est détendu dans ma poitrine. Pendant des semaines, j'avais vécu avec le sentiment que je portais ce fardeau seul, que mon silence n'était rien de plus que de la faiblesse. Maintenant, de l'autre côté de ma table, se trouvait la preuve que le silence pouvait aussi être une stratégie. Patricia ne m'a pas demandé de crier. Elle m'a demandé d'endurer, d'enregistrer, de croire que le papier et le temps feraient le travail. Martin a posé brièvement sa main sur la mienne. « Tu n'es plus seul maintenant », a-t-il dit. J'ai regardé le dossier sur la table, le bloc-notes jaune se remplissant des notes de Patricia, la pile de reçus à côté de mon carnet. Pour la première fois, le sous-sol ne me semblait pas être une cage. Il ressemblait à un quartier général. Patricia a siroté son thé, puis a ajouté une phrase de plus. Douce mais certaine. La vérité est comme l'eau, Hélène. Elle prend la forme de ce qui la contient. Mais elle ne peut pas être détruite. Elle ne fait qu'attendre. Ce soir-là, après leur départ, je me suis de nouveau assise avec mon carnet. J'ai écrit en haut d'une nouvelle page. Patricia dit, continuez d'écrire. Continuez de tenir. La vérité a besoin de temps. J'ai posé le stylo et j'ai touché la poignée de la bouilloire. Elle était encore chaude, et moi aussi. C'était un vendredi soir quand je me suis retrouvée à une autre réunion. Pas un gala cette fois, mais un dîner plus intime chez un collègue, un des partenaires commerciaux d'Étienne, qui avait insisté pour que je vienne. Je portais le même gilet que je mettais toujours à la bibliothèque, celui avec le bouton manquant. La pièce était chaleureuse, remplie de rires, de verres qui s'entrechoquaient et d'assiettes de nourriture trop riches pour mon estomac. Étienne se déplaçait avec aisance dans la foule, Lydie à ses côtés comme une ombre de soie. Ils étaient rodés, polis, leurs sourires synchronisés, leurs mots répétés. Je suis restée près du coin de la salle à manger, sirotant de l'eau dans un verre à pied que je ne me sentais pas le droit de tenir. Au milieu de la soirée, un des collègues d'Étienne, un homme avec une cravate large et trop d'eau de Cologne, s'est approché de moi. Il rayonnait comme s'il s'apprêtait à me faire un compliment. « Madame Dubois », dit-il assez fort pour que plusieurs autres puissent l'entendre. « Je dois dire que votre fils est remarquable. Cette maison qu'il vous a achetée, 2 millions d'euros, n'est-ce pas? Extraordinaire. Dites-moi, où se trouve-t-elle? J'adorerais voir l'endroit un de ces jours. » La pièce est devenue silencieuse juste un instant.
Les fourchettes se sont arrêtées. Les yeux se sont tournés vers moi. Le sourire de Lydie s'est figé, toujours peint sur son visage, mais raide sur les bords. Étienne s'est raclé la gorge. J'ai posé mon verre soigneusement sur la table. Ma voix est sortie stable, basse, sans fioriture. Un sous-sol, ai-je dit. Rue des Pins, 700 € par mois. Le silence s'est étiré. On pouvait presque entendre le bourdonnement du lustre au-dessus. L'homme a cligné des yeux, son sourire vacillant. J'ai du mal comprendre. Non, ai-je dit, toujours calme. Vous avez bien entendu. Étienne vous a parlé d'une maison, mais je loue un appartement en sous-sol. Je paie 700 € chaque mois. C'est l'adresse que vous demandez. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. La vérité pesait lourdement dans l'air, plus lourde que le vin ou les applaudissements. Étienne a eu un rire rapide. Trop aigu. Trop rapide. Maman est juste modeste, a-t-il dit, sa main s'agitant comme pour balayer mes mots. Elle n'aime pas l'attention. Vous savez comment sont les mères. Mais personne n'a ri avec lui. Le sourire de Lydie est resté, mais le triomphe s'en était écoulé. Ses yeux ont dardé vers les miens, cherchant une faiblesse. Elle n'en a trouvé aucune. J'ai repris mon verre et j'ai bu une gorgée. Ma main était stable. Les conversations ont repris lentement, mais pas comme avant. Les gens chuchotaient au lieu de louer. Ils me regardaient, puis Étienne, puis de nouveau moi. L'histoire s'était fissurée. Pas brisée, pas encore, mais la première ligne visible était apparue, et tout le monde dans cette pièce l'avait vue. Je suis resté encore un peu, assez longtemps pour finir mon assiette et remercier l'hôte. Lydie a évité mes yeux quand je suis parti. Étienne m'a embrassé la joue à la porte, la mâchoire serrée. On parlera plus tard, a-t-il marmonné. Dehors, l'air de la nuit semblait plus pur qu'il ne l'avait été depuis des semaines. J'ai descendu les marches et je suis sorti dans la rue, le vent frais remplissant mes poumons. Pour la première fois, j'ai compris ce que Patricia avait voulu dire quand elle m'avait dit de continuer à tenir. La vérité n'avait pas besoin d'un projecteur. Elle n'avait besoin que de patience et du bon moment. Ce moment était venu sans être planifié, sous la forme d'une question désinvolte. Et avec une simple réponse, la performance avait commencé à s'effilocher. En rentrant en bus à la rue des Pins, j'ai pensé à mon carnet qui attendait sur la table. Ce soir, j'écrirai de nouveau. Dîner public. Un collègue a posé une question sur la maison. Réponse, sous-sol, rue des Pins, 700 € par mois. Témoin présent. La page porterait le poids de ce qui s'était passé. Et demain, le mensonge pèserait plus lourd sur Étienne que sur moi. Il n'a pas fallu longtemps pour que les chuchotements s'amplifient. Le lundi matin, les collègues d'Étienne tournaient déjà autour de l'histoire comme des oiseaux au-dessus d'une eau libre. Ce que j'avais dit à table se propageait en morceaux. Hélène ne vit pas dans un manoir. Hélène loue un sous-sol. 700 € par mois. Chaque personne le répétait différemment, mais le sens restait intact. À la bibliothèque cette semaine-là, j'ai entendu deux femmes parler à voix basse près des magazines. L'une a dit « Tu peux le croire ?» Il a dit qu'il lui avait acheté une maison de 2 millions. L'autre a répondu « Étrange, n'est-ce pas, qu'elles vivent toujours sur la rue des Pins ? Ma cousine jure l'avoir vue y porter ses courses. Elle ne savait pas que je rangeais des livres 2 allées plus loin. Leur voix piquait, mais j'ai gardé le dos droit. La vérité était sortie. Qu'elle soit chuchotée ou criée, elle n'appartenait plus seulement à Étienne. Le mercredi, Étienne a appelé. Son nom a de nouveau clignoté sur mon téléphone. J'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis j'ai répondu. Son ton était plus sec cette fois. Maman, qu'est-ce que tu fais ? Tu te rends compte du désordre que tu as créé ? Les gens posent des questions. Les investisseurs doutent de moi. Tu me fais passer pour un mauvais fils. Je me suis assise à ma table, carnet ouvert, stylo prêt. Passer pour un mauvais fils, ai-je répété lentement, en écrivant les mots. Oui, a-t-il lâché. Tu comprends à quel point la perception est importante dans les affaires ? Ce n'est pas seulement une question de chiffres. C'est une question de réputation. Et tu es en train de détruire la mienne. J'ai laissé le silence planer jusqu'à ce qu'il n'ait d'autre choix que de respirer dedans. Puis j'ai répondu, calme et stable. Étienne, tu as peur de perdre la face. J'ai peur de me perdre moi-même. C'était là. La phrase qui se formait en moi depuis des semaines. Tu t'inquiètes pour la face.
Je m'inquiète pour moi-même. La différence entre l'orgueil et la dignité, entre l'image et la vérité. Il a bafouillé comme si j'avais touché quelque chose à vif. Maman, tu ne comprends pas. C'est plus grand que toi. On parle d'affaires, de croissance, d'un avenir. Si tu continues à me saper, tu ne me fais pas seulement du mal à moi, tu te fais du mal à toi-même. Tu ne vois pas ça? J'ai tracé le bord de ma tasse de thé avec un doigt. Ce que je vois, ai-je dit tranquillement, c'est que je vis toujours dans un sous-sol. Je paie toujours 700 € par mois et ce que tu as dit au monde était un mensonge. Son souffle a sifflé à travers la ligne. Pourquoi ne peux-tu pas simplement jouer le jeu? Personne n'a besoin de connaître les détails. C'est juste une image. C'est inoffensif. Inoffensif. Je l'ai souligné 2 fois dans mon carnet. Ma voix ne s'est pas élevée. Un mensonge n'est pas inoffensif quand il utilise mon nom, Étienne. Il n'est pas inoffensif quand il efface ma vie. Chaque euro que je dépense, chaque service que je fais, chaque nuit où je reste éveillé dans cette chambre, ce n'est pas inoffensif. C'est à moi. Et tu me les as pris quand tu t'es tenu sous ces lumières. Pendant un long moment, il n'a rien dit. Je l'ai imaginé faisant les 100 pas, passant une main dans ses cheveux parfaits, cherchant des mots qui adouciraient la vérité. Mais il n'y avait plus rien de doux à lui donner. Finalement, il a marmonné. Tu ne comprends pas comment le monde fonctionne. Je comprends comment mon monde fonctionne, ai-je répondu. Et il fonctionne avec des quittances de loyer, des factures d'épicerie et une bouilloire qui siffle quand l'eau bout. Pas avec l'image, pas avec des illusions. Le silence entre nous s'est de nouveau creusé. Il l'a finalement rompu, la voix plus basse. Tu vas regretter ça. Non, ai-je dit, stable. Un jour, c'est toi qui le regretteras. J'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse répondre. Ma main tremblait légèrement en posant le téléphone, mais mon cœur battait fort. J'ai regardé la page de mon carnet, les mots encerclés à l'encre. Tu t'inquiètes pour la face. Je m'inquiète pour moi-même. La bouilloire a cliqueté derrière moi comme si elle était d'accord. J'ai versé l'eau chaude dans ma tasse et je me suis assise, laissant la vapeur monter autour de moi. Les chuchotements à l'extérieur continueraient. Étienne se démènerait pour colmater les fissures. Lydie forcerait son sourire plus fort, mais j'avais dit la vérité en public, et maintenant je la lui avais dite à lui. Le temps des comptes avait commencé. Cette nuit-là s'est étirée plus que la plupart des autres. Je ne parvenais pas à m'endormir, alors je suis restée allongée, immobile, dans mon lit étroit, le plafond au-dessus de moi faiblement éclairé par la lueur du lampadaire qui filtrait par la petite fenêtre. Les tuyaux cliquetaient et gémissaient, transportant le son de la vie des autres au-dessus de moi. Mon carnet reposait ouvert sur la chaise, le stylo sur sa tranche. Mon esprit a dérivé en arrière, à contre-cœur au début, puis avec une sorte de douleur. J'ai revu Étienne en tant que garçon, 7 ans, courant pieds nus sur l'herbe clairsemée de notre ancien jardin. Son rire résonnait, haut et libre, le genre de rire qui soulève le cœur d'une mère sans effort. Robert était encore en vie à l'époque, lançant une balle à la cuillère pendant qu'Étienne la poursuivait comme une bête sauvage, les cheveux collés à son front par la sueur. Je me souviens de m'être tenu à la porte arrière, un torchon dans les mains, pensant que peu importe à quel point nous étions pauvres, nous étions riches à ce moment-là. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé le son de son rire résonner contre le silence du sous-sol. Pendant une seconde, j'ai presque oublié l'homme qu'il était devenu. Le smoking, les discours, les mensonges. J'ai presque cru que je pouvais sortir et retrouver ce petit garçon. Mais les souvenirs peuvent être cruels. Ils vous montrent ce qui était, pas ce qui est. La bouilloire a sifflé doucement. J'avais dû laisser un peu d'eau à l'intérieur tout à l'heure. Je l'ai remise sur la plaque de cuisson et je me suis assise à la table, le carnet m'attendant. J'ai tourné à une page blanche et j'ai écrit la question qui me brûlait de l'intérieur. Si je pardonne, je perds ma dignité. Si j'expose, je perds mon fils. Quelle perte est la plus grande? Les mots me fixaient, tranchants et honnêtes. C'était le conflit qui me nouait la poitrine. On apprend à une mère à pardonner, à protéger, à couvrir son enfant même quand il a tort. Mais une femme, une personne doit aussi se protéger. Où se situait la ligne entre l'amour et l'autotrahison? J'ai de nouveau pensé à Robert. Comment il disait, les moteurs ne tournent pas sans huile, Hélène. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Il parlait de voiture. Mais je me demandais s'il avait voulu dire plus. Pouvais-je continuer à verser de l'amour à Étienne si le réservoir en moi était déjà vide? J'ai sorti une feuille de papier à lettres que j'avais gardée il y a des années,
de couleur crème avec une fine bordure de rose. Ma main tremblait en commençant à écrire. Cher Étienne, tu étais autrefois le garçon qui transportait des pierres dans ses poches et me disait que c'était des trésors. Tu étais autrefois le garçon qui s'asseyait sur mes genoux et promettait de m'acheter un château un jour. Je t'ai cru. J'ai cru chaque mot parce que c'est ce que font les mères. Nous croyons. Même quand la vérité est plus dure, même quand le coup est élevé. Mais Étienne, ton image de générosité s'est faite à mes dépens. Je vis avec de la moisissure dans la moquette pendant que le monde applaudit pour un manoir qui n'existe pas. Tu dis que c'est inoffensif, mais ça ne l'est pas. Cela prend des morceaux de moi chaque fois que tu le répètes. Cela me vide de l'intérieur. Et ce qui reste n'est pas une mère qui se sent fière, mais une femme qui se sent effacée. Je ne sais pas si je peux te pardonner. Je ne sais pas si je peux t'exposer. Les deux choix ressemblent à une perte. Ce que je sais, c'est ceci. Mon silence ne signifiera plus permission. Mon silence sera mémoire. Mon silence sera enregistrement. Je me suis arrêtée là, mes yeux se brouillant de larmes que je n'ai pas laissé couler. J'ai plié la lettre une fois, je l'ai glissée dans une enveloppe et je l'ai rangée au dos de mon carnet. Non pas pour l'envoyer, juste pour la garder, un miroir de mon cœur en mots, privé et non envoyé. J'ai expiré lentement et j'ai posé ma paume à plat sur la couverture du carnet. Le conflit n'a pas disparu, mais l'acte d'écrire m'a stabilisé. La décision n'avait pas besoin d'être prise ce soir. La vérité avait le temps, comme l'avait dit Patricia. Du temps et de la patience. Je suis retournée au lit, les tuyaux bourdonnant comme une berceuse que je n'avais jamais demandé. Le sommeil m'a finalement trouvé, non pas comme un réconfort, mais comme une trêve. Pour l'instant, c'était suffisant. Ils sont venus un dimanche après-midi. Sans avertissement, sans appel préalable, juste un coup sec à la porte du sous-sol qui a fait vibrer le mince cadre. J'ai essuyé mes mains sur une serviette et j'ai ouvert pour voir Étienne et Lydie se tenant là, habillés trop élégamment pour mon quartier. Lui dans un blazer repassé, elle dans un manteau crème et des talons aiguilles qui n'avaient pas leur place sur la rue des Pins. « Maman, il faut qu'on parle », a dit Étienne, la mâchoire serrée. Je me suis écartée, leur faisant signe d'entrer. La pièce a rétréci autour de leur présence. Le parfum de Lydie se heurtait à l'odeur de feuilles de thé infusées et à la légère moisissure de la moquette. Elle a balayé l'espace rapidement du regard. Mon petit lit, la lampe de travers, la boîte à chaussures de facture sous la chaise. Ses lèvres se sont retroussées de manière presque imperceptible, comme si la vue elle-même l'offensait. Nous nous sommes assis à la table. J'ai posé la bouilloire sur la plaque de cuisson, la laissant chauffer pendant qu'il se déplaçait mal à l'aise sur les chaises exiguës. Lydie a parlé la première. Sa voix était sèche. « Hélène, vous devez comprendre à quel point cela a été préjudiciable. Ce que vous avez dit au dîner l'autre semaine, ça s'est répandu. Les gens parlent. Vous avez fait passer Étienne pour un irresponsable et, franchement, vous avez embarrassé la famille. » J'ai versé de l'eau chaude dans la théière, laissant la vapeur monter entre nous. Je n'ai pas répondu. Elle s'est penchée plus près, son ton s'aiguisant. Ce ne sont pas que des ragots. Ses partenaires sont nerveux. Ils se demandent pourquoi un homme qui prétend subvenir aux besoins de sa mère est contredit par sa propre mère. Savez-vous ce que cela fait à la crédibilité ? La bouilloire a sifflé doucement, le son remplissant le silence. J'ai posé 3 tasses sur la table, versé le thé avec soin et en époussé une vers elle. Mes yeux n'ont jamais quitté la vapeur qui montait. Toujours, je n'ai rien dit. La main de Lydie tremblait légèrement alors qu'elle ajustait son manteau. « Hélène, vous n'êtes pas obligée d'aimer la façon dont les choses sont présentées, mais vous pourriez au moins rester silencieuse. Vous rendez-vous compte de ce qui est en jeu ici ? Vous êtes en train de défaire tout ce que nous avons construit. » J'ai placé la 2e tasse devant Étienne, puis je me suis assise avec la mienne. La table était petite, nos coudes se touchaient presque. J'ai pris une lente gorgée, la chaleur me stabilisant. Étienne a finalement parlé, sa voix basse mais ferme. « Maman, Lydie a raison. C'est aller trop loin. Tu dois arrêter de dire aux gens que tu vis ici. Ça complique les choses. Nous créons une image plus grande, une histoire qui profite à tout le monde. Pourquoi ne peux-tu pas simplement laisser faire ?» J'ai posé ma tasse doucement. La céramique a touché la table avec un léger cliquetis. J'ai regardé le liquide un instant, puis j'ai levé les yeux vers eux. « Je paie toujours 700 €, ai-je dit tranquillement. Pour cette chambre en sous-sol. » Les mots sont restés en suspens dans l'air, plus tranchants que n'importe quel cri aurait pu l'être.
Le silence s'est répandu à partir d'eux comme des ondulations dans l'eau, atteignant chaque coin de la pièce. Lydie a cligné des yeux la première, son visage s'est raidi, le masque confiant glissant. Elle a regardé Étienne, cherchant une réfutation qu'il n'avait pas. Sa mâchoire s'est crispée, ses phalanges blanchissant autour de la tasse qu'il n'avait pas touchée. Je n'ai pas ajouté un mot de plus. Je n'en avais pas besoin. La vérité se tenait entre nous sur la table, plus lourde que la théière, plus chaude que la vapeur. Les secondes ont passé comme des minutes. Lydie s'est agitée sur sa chaise, s'éclaircissant la gorge, mais aucun son n'a suivi. Étienne a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Le silence coupait plus profondément que tout ce que j'aurais pu crier. Finalement, Lydie a repoussé sa chaise brusquement. C'est ridicule, a-t-elle marmonné, sa voix plus mince qu'avant. Elle s'est levée, lissant son manteau avec des mains tremblantes. Nous sommes venus ici pour vous raisonner. Si vous refusez de coopérer, alors vous devrez simplement faire face aux conséquences de votre entêtement. J'ai de nouveau levé ma tasse, sirotant calmement. Mes yeux sont restés sur les siens. Pas de colère, pas de supplication, juste de la constance. Étienne s'est levé aussi, mais plus lentement. Il m'a regardé avec quelque chose entre la frustration et la peur, mais il n'a pas parlé. Il a suivi Lydie jusqu'à la porte. Quand elle s'est refermée derrière eux, la pièce a semblé plus grande, l'air plus léger. Je suis restée assise, immobile, laissant le calme revenir. Le thé avait refroidi, je l'ai fini quand même. L'écho de mes mots persistait dans l'air. Je paie toujours 700 € pour cette chambre en sous-sol. Une phrase comme une lame, qui a ouvert la performance, ne laissant que la vérité. Quand la porte s'est refermée derrière Étienne et Lydie, le silence ne m'a pas réconforté. Il pesait lourdement, plus lourd que l'air humide du sous-sol. Je suis restée assise à la table, les mains posées sur la tasse ébréchée, mon corps raide, mon cœur battant la chamade pendant un long moment. Je n'ai pas bougé. Puis les larmes sont venues, pas bruyantes, pas tremblantes, juste des flots réguliers sur mon visage. Je ne les ai pas couvertes, ne me suis pas précipitée pour les essuyer. Elles m'appartenaient. Elles avaient attendu longtemps la permission. La pièce est devenue floue. J'ai vu la bouilloire sur la plaque de cuisson, encore faiblement fumante du thé que j'avais versé. Ma main s'est tendue vers elle, le bout de mes doigts effleurant le métal chaud. J'y ai posé ma paume. Le mince filet de chaleur a pénétré ma peau, m'ancrant. La vapeur montait en une ligne douce, fragile mais insistante. Elle vacillait, mais ne disparaissait pas. C'est là que j'ai compris. Le silence m'avait porté jusqu'ici, mais le silence seul ne terminerait pas le voyage. Le silence avait préservé la vérité, mais il ne pouvait pas rendre la justice. J'avais écrit, enregistré, collecté, mais maintenant ces pages devaient quitter cette pièce. Elles devaient se tenir là où ma voix ne pouvait pas. J'ai de nouveau pensé à Robert. La façon dont il disait, les moteurs, Hélène. Tu dois soulever le capot. Mettre les mains dans le cambouis. Il n'avait jamais cru qu'il fallait attendre que quelqu'un d'autre fasse le travail. Il n'aurait pas voulu que je reste silencieuse pendant que notre fils utilisait mon nom pour construire un mensonge. Je me suis levée de la chaise, j'ai essuyé mon visage avec le dos de ma manche et j'ai ouvert le tiroir. À l'intérieur se trouvait le dossier que Martin m'avait aidé à organiser, les loyers attachés ensemble, les factures de services publics en ordre net, les relevés bancaires imprimés sur du papier bon marché. À côté d'eux, mon carnet, page après page rempli des mots d'Étienne, des sourires de Lydie, de mes propres réflexions. La preuve d'une vie vécue dans la vérité, effacée en public, mais indéniable ici. J'ai tout posé sur la table. Mes larmes avaient séché à ce moment-là. Ma respiration s'est calmée. Pour la première fois depuis des semaines, je me suis sentie plus grande, même dans cette pièce au plafond bas. J'ai murmuré à la bouilloire comme à une compagne. Il est temps. Le lendemain matin, j'ai appelé Patricia. Ma voix était calme quand j'ai dit « Je crois que je suis prête à tout vous apporter ». Elle m'a demandé de passer à son bureau cet après-midi-là. Avant de partir, je me suis assise une fois de plus à la table avec le dossier devant moi. J'ai ajouté une page de plus au carnet. Décision prise. Le silence ne suffit pas. Les papiers doivent parler. J'ai glissé le carnet dans le dossier, j'ai noué la ficelle autour et je l'ai glissé sous mon bras. Puis j'ai regardé autour de la pièce du sous-sol. Le lit, la lampe de travers, la boîte à chaussures encore à moitié pleine d'enveloppes. C'était là que le mensonge avait vécu. Mais il ne finirait pas ici. En sortant à la lumière du jour, l'air m'a semblé plus vif, plus pur.
Mes pieds étaient légers sur le trottoir, même si le dossier pesait lourd contre mes côtes. Pour la première fois, je ne portais pas seulement ma vie. Je portais la preuve de celle-ci. Le bureau de Patricia se trouvait au 2e étage d'un vieil immeuble en briques près du palais de justice. La cage d'escalier sentait légèrement la poussière et la cire à parquet. Le genre d'odeur qui s'accroche aux endroits où la paperasse a vécu pendant des décennies. J'ai monté lentement, le dossier lourd dans mes bras, ma main effleurant la rampe usée pour garder l'équilibre. Patricia m'a accueilli à la porte, son expression calme, pas pressée. Elle m'a conduite dans une pièce tapissée de livres et de classeurs. Une longue table en bois se trouvait au milieu, et elle m'a fait signe d'y poser mon dossier. « Êtes-vous prête, Hélène ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête, bien que mon estomac se soit noué. Autant que je le serai jamais. Nous nous sommes assises côte à côte. J'ai dénoué la ficelle autour du dossier et je l'ai ouvert en grand. À l'intérieur se trouvaient les quittances de loyer, chacune tamponnée et datée, les factures de services publics alignées en rangées nettes, les relevés bancaires marqués d'onglets jaunes, et mon carnet rempli d'une encre qui avait séché lentement sous la lumière de la lampe dans le sous-sol. Patricia a posé ses mains sur les papiers comme pour les étudier, puis a commencé à tout organiser en catégories. Ceux-ci formeront l'épine dorsale, a-t-elle expliqué, tapotant les quittances de loyer. Une preuve claire et continue de l'endroit où vous vivez et de ce que vous payez. Celle-ci, elle s'est déplacée vers les factures de services publics, montre votre responsabilité directe pour les dépenses du ménage. Et ces relevés bancaires prouvent qu'aucun fonds n'a jamais été déposé par Étienne ou par une quelconque fiducie qu'il prétend avoir mise en place. Je la regardais trier, mon cœur battant plus fort à chaque pile. J'avais vécu ces reçus un par un. Maintenant, ils se tenaient ensemble, un cœur au lieu d'un murmure. Patricia a ensuite fait glisser un ensemble de lettres tapées. Ce sont des mises en demeure de conserver les preuves, a-t-elle dit. Elles ordonnent à l'entreprise d'Étienne et à toute institution financière impliquée de ne pas détruire les archives. Une fois déposées, elles sont légalement tenues de le faire. Vous les signerez aujourd'hui. Elle a placé la première lettre devant moi. Mon nom apparaissait déjà en haut. Ma main tremblait en prenant le stylo. Pendant un instant, j'ai hésité, fixant la ligne, attendant ma signature. Ma vie jusqu'à présent avait été marquée par un travail invisible. Repas préparés, sol frotté, factures payées en silence. Rarement ma main avait écrit quelque chose qui détenait du pouvoir. La voix de Patricia m'a stabilisée. C'est votre vérité, Hélène. Écrite, alignée, indéniable. J'ai appuyé le stylo. L'encre a coulé sur la page. Ma signature un peu tremblante, mais assez ferme pour tenir. J'ai signé la 2e lettre, puis la 3e. Chaque trait ressemblait à la pose d'une brique, construisant un mur qu'Étienne ne pourrait pas renverser avec du charme ou des applaudissements. Quand j'ai eu fini, Patricia a rassemblé les lettres signées, les a empilées soigneusement et les a agrafées. Nous les déposerons au bureau du procureur aujourd'hui. Une fois qu'elles seront tamponnées et enregistrées, le processus commencera. Vous n'aurez plus à mener ce combat seul. Je me suis penchée en arrière, expirant un souffle que je n'avais pas réalisé que je retenais. Mes épaules se sont détendues. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose comme un soulagement s'insinuer. Pas complet, mais suffisant pour adoucir les bords de la peur. Patricia m'a jeté un coup d'œil. Vous avez bien fait. Beaucoup de gens ne franchissent jamais cette étape. Ils laissent le silence les engloutir. Vous avez refusé. J'ai pensé à Étienne, sa voix au téléphone me disant de ne pas me perdre dans les détails. J'ai pensé au sourire acéré de Lydie, me mettant au défi de rester silencieuse. Et puis j'ai pensé à Robert, de la graisse sur les mains, me disant que les moteurs ne se réparent pas tout seuls. Je n'ai pas refusé, ai-je dit lentement. J'ai juste attendu. Et maintenant, j'ai fini d'attendre. Patricia a eu un petit sourire. Bien. La justice avance plus lentement que les mensonges, mais elle avance. Cet après-midi-là, nous avons marché ensemble jusqu'au palais de justice. L'air extérieur était vif, le ciel d'un bleu d'hiver pâle. Mon dossier, plus léger maintenant, reposait sous le bras de Patricia. À l'intérieur du palais, les sols résonnaient sous nos pas. Nous avons monté un autre escalier et sommes entrés dans le bureau du greffier. Patricia a remis les lettres, parlant avec l'aisance de quelqu'un qui avait fait cela de nombreuses fois. Le greffier a tamponné chacune d'elles d'un coup lourd, le son de l'encre rencontrant le papier en permanence. Je suis restée là, les mains jointes,
regardant les papiers qui avaient vécu dans mon sous-sol devenir des archives officielles. Avant de partir, le greffier a fait glisser la pile vers moi. « Signez ici », a-t-elle dit, montrant le registre. J'ai de nouveau levé le stylo. Ma main tremblait, mais j'ai appuyé fort, écrivant Hélène Dubois en lettres fermes. L'encre a un peu bavé, mais c'était la mienne. En redescendant les marches du palais, l'air froid s'est engouffré dans mes poumons comme une marée purificatrice. Patricia a touché légèrement mon bras. Quoi qu'il arrive ensuite, Hélène, vous avez déjà reconquis votre voix. J'ai hoché la tête, serrant plus fort mon manteau. Ma voix n'avait pas été forte. Elle avait été écrite dans des reçus, des factures et des signatures silencieuses, mais elle était mienne, et elle était stable. L'invitation venait d'un des associés d'Étienne. Un dîner de charité dans une salle du centre-ville, plus petite que le gala de Noël, mais toujours bordée de tables dressées de lin blanc et de verre poli jusqu'à briller. J'ai failli refuser, mais Patricia m'a conseillé d'y aller. « Vous n'avez pas à faire de spectacle », a-t-elle dit. « Soyez simplement présente. Parfois, la vérité parle mieux quand elle est simplement vue. » Alors j'y suis allée. Je portais la même robe bleu marine que j'avais achetée des années auparavant pour les funérailles de Robert, soigneusement repassée et raccommodée à l'ourlet. Les lumières à l'intérieur de la salle brillaient d'un éclat doré, le genre qui essaie de faire paraître tout le monde plus riche qu'il ne l'est. Étienne animait la salle comme d'habitude, Lydie à son bras, leur rire traînant comme un parfum. Je me suis assise à l'extrémité d'une longue table, assez près pour observer, mais pas pour me joindre. Les gens me saluaient poliment, certains curieux, d'autres prudents. Ils connaissaient tous les rumeurs à présent. Au milieu de la soirée, pendant une accalmie entre les plats, un homme de l'autre côté de la table s'est tourné vers moi. Sa voix était claire, juste assez forte pour que les autres à proximité puissent entendre. « Madame Dubois », a-t-il dit. « J'ai toujours admiré la maison qu'Étienne vous a achetée. 2 millions, n'est-ce pas? Où se trouve-t-elle exactement? Dans un quartier chic de Lyon, la Croix-Rousse peut-être? » Chaque fourchette s'est immobilisée. Les conversations se sont tues. J'ai senti la pièce basculer vers moi, en attente. Le visage de Lydie s'est figé dans ce sourire étudié, mais j'ai vu le pouls sauter à sa gorge. Étienne s'est raidi, sa main se resserrant autour de son verre de vin. J'ai levé ma tasse d'eau et j'ai bu une gorgée. Ma voix était égale quand j'ai répondu. Un sous-sol, rue des Pins, 700 € par mois. Toujours. Le silence a été immédiat, lourd. Des chaises ont grincé, mais personne n'a parlé. Une toux a retenti du coin le plus éloigné, rapidement ravalée. J'ai posé ma tasse, l'alignant soigneusement avec la serviette. Mes yeux sont restés calmes. Pas sur Étienne, pas sur Lydie, mais sur l'homme qui avait posé la question. Son expression a vacillé, la confusion se transformant en compréhension. Puis il a regardé Étienne. Le sourire de Lydie s'est brisé, ses lèvres tremblant sur les bords. Elle a ajusté sa boucle d'oreille avec des doigts tremblants, mais il était trop tard. Tout le monde a vu. Étienne a tenté de rire, un son cassant qui sonnait faux. « Maman plaisante », a-t-il dit. Elle aime minimiser les choses. Mais personne n'a ri avec lui. Leur silence parlait plus fort que mes mots. Les têtes se sont tournées, les regards se sont échangés. La confiance s'est évaporée dans cette pause, plus rapidement que les applaudissements ne s'étaient jamais élevés. Je n'ai rien ajouté. Je n'en avais pas besoin. Ma phrase suffisait. Un couteau enveloppé de calme. Un sous-sol, 700 € par mois. Toujours. Étienne a réessayé, la voix tendue. Il y a des structures, des arrangements. Elle ne voit pas toujours l'image complète. Mais ces mots se sont effondrés sous leur propre poids. On pouvait le voir dans les yeux autour de la table. Plus personne ne le croyait. J'ai croisé les mains sur mes genoux et j'ai laissé le calme enfler. Lydie s'est agitée à côté de lui, ses mains glissant de son bras. Pour la première fois, j'ai vu la peur, non pas de moi, mais de la vérité qu'elle ne pouvait plus contrôler. Le dîner a continué, mais rien n'avait le même goût. Le bourdonnement de la conversation n'est jamais vraiment revenu. Les gens évitaient le regard d'Étienne. Certains me regardaient à la place, non pas avec pitié, mais avec une sorte de respect. Je n'avais pas élevé la voix. Je n'avais pas accusé. J'avais seulement dit la simple vérité, et elle avait atterri plus lourdement que n'importe quelle accusation n'aurait pu le faire. Quand la soirée s'est terminée, je suis partie sans attendre le dessert. Dehors, l'air de la nuit était vif, les lumières de la ville nettes contre le ciel. J'ai marché lentement jusqu'à l'arrêt de bus,
le son de mes propres pas réguliers sur le trottoir. Derrière moi, la salle brillait encore. Je savais que l'éclat avait diminué pour Étienne et Lydie. À l'intérieur de cette pièce, leur histoire s'était fissurée au-delà de toute réparation. Et tout ce qu'il avait fallu, c'était une phrase, prononcée calmement sous des lustres qui ne m'éblouissaient plus. Le premier article est paru dans Le Progrès un mardi matin. Je l'ai vu à la bibliothèque, étalé sur la première page d'un journal plié laissé sur la table de lecture. Un entrepreneur local fait face à un examen minutieux concernant ses déclarations de soutien familial. Mon nom était là, dans le deuxième paragraphe, clair comme de l'encre, non plus un murmure, mais un document public. J'ai lu les mots lentement, les laissant s'installer. À la fin de la semaine, d'autres médias ont repris l'histoire. Certains l'ont qualifié de scandale, d'autres de rupture de confiance. La photo montrait Étienne dans ses costumes impeccables, Lydie à ses côtés, leurs yeux surpris par le flash comme s'ils étaient effrayés. Chaque article répétait la même vérité. L'histoire du manoir s'effilochait face aux preuves, et des questions s'accumulaient maintenant sur la destination de l'argent. La nuit, mon téléphone vibrait de messages de numéros que je ne connaissais pas. Quelques journalistes, quelques inconnus, quelques femmes qui murmuraient leurs propres histoires dans des messages vocaux. Je n'ai pas répondu à la plupart d'entre eux. Patricia s'occupait de ce qui comptait. Elle m'a assuré que l'enquête avancerait, de manière stable et délibérée. Étienne n'a plus appelé. Lydie a envoyé un seul message, court et cassant. « Tu as tout gâché. » Je n'ai pas répondu. Son silence par la suite m'en a dit plus que les mots n'auraient pu le faire. Pendant ce temps, quelque chose a changé dans ma propre vie. Martin est passé un soir avec des brochures d'un programme de logement. Des appartements subventionnés pour les personnes âgées, des logements sociaux. Petits mais sûrs, remplis de lumière. « Tu devrais postuler, » a-t-il dit. « Tu as porté ce poids assez longtemps. » Patricia était d'accord. « Vous méritez un endroit qui reflète votre vérité, Hélène. Pas un sous-sol qui la cache. » J'ai rempli les formulaires d'une écriture soignée, en joignant des copies de mes reçus, de mes relevés bancaires et de mes justificatifs de revenus. Quelques semaines plus tard, une lettre est arrivée avec le sceau de la ville en haut. Approuvé. Un logement s'était libéré dans un complexe rénové à 2 lignes de bus de la bibliothèque. Le jour du déménagement, Martin a porté les cartons les plus lourds, bien qu'il n'y en ait pas beaucoup. Des vêtements, des livres, la boîte à chaussures de vieilles factures, mon carnet, et enveloppé dans des serviettes, la bouilloire, le seul objet qui m'avait suivi à travers chaque chapitre. Quand nous sommes arrivés, le nouvel appartement m'a surprise par sa luminosité. La lumière du soleil entrait à flot par une large fenêtre sur une petite cuisine propre. Les comptoirs n'étaient pas ébréchés. L'air sentait le frais. Le plafond ne pesait pas sur moi. Pendant un instant, je suis restée immobile, la gorge serrée, laissant la lumière m'inonder. J'ai placé la bouilloire avec soin sur l'étagère au-dessus de la cuisinière. Son émail écaillé a attrapé la lumière du soleil, et pour la première fois depuis des années, elle n'avait pas l'air fatiguée. Elle avait l'air digne, presque fière. Ce soir-là, j'ai fait bouillir de l'eau et j'ai préparé du thé. La vapeur s'est enroulée vers le haut dans la lumière, et j'ai pensé à toutes les nuits où je l'avais fixée dans le sous-sol sombre, murmurant ma vérité dans le silence. Maintenant, elle s'élevait à l'air libre, sans être cachée. Je me suis assise à la petite table de la cuisine. Le carnet ouvert devant moi. J'ai écrit la date en haut d'une nouvelle page. Déménager aujourd'hui, nouvel endroit. La fenêtre donne à l'est. Loyer abordable. Dignité intacte. Dehors, des enfants jouaient dans la cour. Leur rire montait. Cela m'a rappelé Étienne, il y a longtemps, avant que l'ambition ne durcisse sa voix. Le son ne me blessait plus. Il m'apaisait. Les journaux disaient qu'Étienne faisait l'objet d'une enquête, que des documents étaient en cours d'examen, que des pistes financières étaient retracées. Lydie s'était retirée des événements publics, son nom n'étant mentionné qu'en passant. Quoi qu'il arrive ensuite, cela se déroulerait en son temps. Je n'avais pas besoin de surveiller chaque titre. J'avais seulement besoin de vivre. J'ai touché la poignée de la bouilloire, chaude de son travail récent, et j'ai murmuré, « On a réussi ». Le soleil a baissé, baignant la pièce d'une lueur dorée. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas cachée, pas effacée, mais vue, même si ce n'était que par moi-même, et c'était suffisant. Le nouvel appartement avait une fenêtre assez large pour s'asseoir à côté. Certains soirs, je tirais les rideaux et laissais le soleil couchant se répandre sur le sol. Cette nuit-là était une de ces soirées.
J'ai posé la bouilloire sur la cuisinière, puis j'ai porté mon carnet à la fenêtre et je l'ai ouvert sur mes genoux. La page attendait, blanche et stable. J'ai pris mon stylo et j'ai écrit lentement, laissant les mots arriver sans forcer. Le pardon n'est pas une performance. Le pardon est une limite. Je suis restée assise avec cette phrase pendant un long moment. Pendant des années, j'ai pensé que le pardon signifiait sourire face à l'insulte, avaler les mensonges, prétendre ne pas remarquer ce qui m'était pris. Mais maintenant, je savais mieux. Le pardon, s'il venait un jour, ne signifierait pas effacer le passé. Il signifierait tracer une ligne que je ne laisserais plus personne franchir. Sur la table derrière moi se trouvait la lettre que j'avais écrite à Étienne des semaines plus tôt, celle que je n'avais jamais envoyée. L'enveloppe était toujours scellée, les bords adoucis d'avoir été déplacés d'un endroit à l'autre. Je l'ai prise, je l'ai retournée dans mes mains, puis je l'ai reposée. J'ai souri faiblement. Certains mots ne sont pas faits pour voyager. Ils sont faits pour rester ici. Un rappel de la personne qui les a écrits et qui a survécu. La vapeur a commencé à s'échapper de la bouilloire dans la cuisine, blanche contre la lumière. Je me suis levée, j'ai versé l'eau et j'ai ramené la tasse à la fenêtre. La chaleur a pénétré mes paumes. J'ai respiré l'odeur simple des feuilles de thé et j'ai pensé à tout ce qui avait changé et à tout ce qui était resté pareil. Si quelqu'un me demandait maintenant quelle leçon j'emportais, je répondrais ceci. Si un jour vous vous retrouvez forcé de porter un masque qui ne vous appartient pas, souvenez-vous que vous n'êtes pas obligé de le garder. Le papier et la patience peuvent parler plus fort que les applaudissements. La rue à l'extérieur est devenue silencieuse, les lampadaires s'allumant un par un. J'ai laissé le calme s'installer sur moi. La bouilloire chuchotait encore sur la cuisinière, un écho doux de chaque nuit précédente. Mais maintenant, dans un espace où la lumière du soleil parvenait, le cercle s'était refermé, et je me trouvais à l'intérieur, en paix. Avant de nous dire au revoir, nous aimerions savoir, d'où nous regardez-vous ? Est-ce un matin tranquille avec une tasse de café chaud ou une nuit tardive où des histoires comme celle-ci vous tiennent compagnie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Nous lisons chacun d'eux avec gratitude. Et si cette histoire a touché votre cœur, veuillez envisager de vous abonner à la chaîne. Non seulement pour entendre d'autres histoires comme celle-ci, mais pour faire partie d'une communauté qui croit encore en la gentillesse, la guérison et les secondes chances. Merci d'avoir passé votre temps avec nous aujourd'hui. Où que vous soyez, nous espérons que vous emporterez cette histoire avec vous. Et souvenez-vous, parfois le miracle ne frappe pas à votre porte. Il attend tranquillement que vous soyez prête à ouvrir votre cœur. Prenez soin de vous et à la prochaine fois.